La main du jeune enseigne Tyler Knox fendit l'air comme un signal d'arrêt. Sa voix claqua, nette, et son port altier trahissait la fierté qu'il voulait imposer. Le murmure des officiers s'éteignit peu à peu, remplacé par une curiosité amusée. La femme qu'il visait ne broncha pas. La lieutenant-commandant Jessica Monroe se contenta de finir de verser le café, ses gestes précis et calmes, insensibles au poids des regards fixés sur elle. Quelques rires étouffés coururent autour de la table. Un chuchotement s'éleva. On dirait que l'intendance prend de l'assurance. Monroe posa la tasse avec soin avant de répondre d'une voix aussi lisse qu'une lame d'acier. « Compris, enseigne ?» Knox insista, plus fort, cherchant son public invisible. « Sortez, je vous prie. Cette séance est classifiée. » Elle leva enfin les yeux, sans défi, mais avec une certitude tranquille. Ses prunelles claires accrochèrent les siennes. « J'ai l'accréditation pour ce briefing. » Les rires reprirent, mais furent aussitôt étouffés par la lourde porte qui s'ouvrit brusquement. L'amiral Whittaker entra, coupant sa phrase en plein vol. Ses yeux parcoururent la salle, puis se figèrent sur elle. Son pas s'arrêta net. « Commandant Monroe » dit-il d'une voix qui se fit grave. « Hawk One. » Le silence tomba d'un seul coup. « Écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Mettez un pouce bleu et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires. » Jessica Monroe avait 34 ans. Sa démarche maîtrisée, la précision de chacun de ses gestes, lui donnaient l'allure d'une vétérane bien plus aguerrie que son âge ne le laissait penser. 2 années s'étaient écoulées depuis le crash d'hélicoptère dans le Pacifique qui avait mis un terme brutal à sa carrière de pilote. Les médecins parlaient de miracle. Elle disait seulement que sa guérison n'était pas achevée. Une légère claudication rappelait que la chair et la mémoire ne se réparent jamais au même rythme. Affectée à Norfolk Command, au service du renseignement naval, elle évoluait désormais dans un monde de dossiers et de flux de données plutôt que de ciels ouverts. Sa tenue, une combinaison de vol olive dépouillée de tout ornement, paraissait terne à côté des uniformes décorés de rubans et de chaussures impeccablement cirées. Le seul vestige de son escadron d'autrefois était un faucon brodé, à moitié effacé, sur la manche gauche. Peu savaient d'où elle venait vraiment. Les dossiers officiels restaient caviardés et les rumeurs comblaient le vide, reconnaissance aérienne, opération secrète avortée. Personne ne détenait la vérité. Monroe, elle, arrivait toujours avant l'aube, bien avant l'odeur du café, et repartait après minuit. Elle décryptait patiemment les communications interceptées, des tâches que nul autre ne voulait toucher. Elle parlait peu, souriait rarement, avançait avec le rythme intérieur d'un pilote encore en mission. Dans les couloirs, on remarquait sa boiterie discrète, sa tenue droite, et on confondait sa réserve avec de la faiblesse. Les nouveaux venus la réduisaient au rôle de fille du café, l'ombre qui branche les câbles pendant que les vrais officiers élaborent Stekjim, les Tierabijarskiji, jamais elle ne les reprenait. La fierté n'a pas sa place quand on a appris à survivre. Elle savait depuis longtemps que le vacarme des salles ignore toujours la valeur des soldats silencieux. Le soir, quand les néons s'éteignaient et que la base sombrait dans le sommeil, elle restait seule, devant la lueur bleutée des écrans et le bourdonnement des serveurs. Elle retraçait des coordonnées sur une carte numérique, exactement la zone où son appareil s'était abîmé, respirant au rythme de la douleur persistante dans sa jambe. Chaque ligne de code décryptée, chaque rapport validé, c'était une mission accomplie au sol, puisque le ciel ne lui appartenait plus. Elle n'attendait ni gratitude ni souvenir. Mais dans le silence obstiné de ces nuits, un battement de but survécut, le même qui l'avait porté à travers le feu, la poussière et les pertes. Et personne, pas même dans ce bâtiment, ne savait encore que la lieutenant-commandant Jessica Monroe avait été autrefois les yeux dans le ciel, ce que tous les Marines invoquaient quand la situation tournait au désastre. Le premier briefing après l'arrivée de l'amiral Whittaker devait n'être qu'une formalité. Des mises à jour, quelques signatures, de nouveaux protocoles. Pour la majorité des officiers, c'était surtout l'occasion de briller, d'échanger des banalités et de montrer leur uniforme impeccable. Pour l'enseigne Tyler Knox, c'était surtout une scène pour jouer les ambitieux. Son sens de l'initiative se réduisait à l'éclat de sa voix et à l'arrogance de son maintien. Le menton haut, les mains derrière le dos. La seule personne qui l'ignorait vraiment, c'était cette femme, discrète, en combinaison de vol, assise au bord de la salle. « Madame,
Laissez donc ces câbles. L'équipe technique s'en occupera, lança-t-il en voyant Monroe agenouillé près de la table du projecteur, démêlant une bobine de fibres. Politesse de façade, dureté dans le ton. Elle ne releva même pas la tête. « Ils sont mal alignés, enseigne. Si on commence comme ça, l'image aura une seconde de retard. » Il cligna des yeux, déstabilisé. « Je suppose que ce sera suffisant. » Elle poursuivit, ses doigts rapides et précis, habitués à ce genre de geste. Le ronronnement des ventilateurs meubla le silence. Quelques officiers supérieurs observèrent la scène en coin. Un sourire narquois aux lèvres. Un colonel souffla à son voisin, assez fort pour que tout le monde entende. « Alors, c'est une barista qu'on nous envoie ou une pilote ?» Des rires discrets fusèrent. Monroe n'en fit rien. Elle rangea le surplus de câbles sous le pupitre, se redressa sans croiser aucun regard et dit simplement, d'un ton mesuré « Prêt quand vous voudrez, monsieur. » Knox se racla la gorge, adoptant un air d'autorité emprunté. « Nous commencerons dès l'arrivée de l'amiral. » Il ne la remercia pas. Dans sa tête, elle n'était qu'une assistante qui savait où passer les fils. La salle reprit son brouhaha de conversations inutiles. Score de football, météo, rumeurs de déploiement. L'attente s'installa. Score de football, prévision météo, rumeurs de déploiement. Les conversations flottaient comme un bruit de fond. Jessica Monroe, appuyée contre le mur du fond, les bras croisés, fixait l'écran principal. Dès que l'amiral Whittaker franchit la porte, l'atmosphère changea brusquement. Les officiers se redressèrent, les voix s'éteignirent. Sa simple présence imposait une gravité silencieuse, et son timbre calme installa le rythme du briefing. Le rôle de Monroe aurait dû s'arrêter là. Observatrice muette, silhouette anonyme dans la salle, mais le destin se plaît à fissurer le silence. À mi-parcours, l'amiral désigna l'écran mural. Diapositive suivante. L'enseigne Tyler Knox appuya sur la télécommande. Un plan satellite apparut, offrant une vue aérienne du corridor Pacifique, zébré de zones de mission. Knox lut le rapport d'une voix rapide, trop bien répétée. Coordonnées du secteur Delta, 7 quarts 40. Voici la ligne actuelle de restriction de vol. Les yeux de Monroe se plissèrent. Ces chiffres réveillaient une mémoire encore brûlante. Le vent chaud du désert, le grésillement des radios, une crête gravée dans sa vision à jamais. Elle inspira profondément. « Correction, monsieur ?» dit-elle doucement. Toutes les têtes au genre se tournèrent. Knox cligna des yeux. « Pardon ?» La voix de Monroe resta parfaitement égale. Ses coordonnées sont décalées de 2 clics vers l'est. La véritable ligne de restriction est à 8,753,561. Le silence qui suivit pesa lourdement. Puis un capitaine de la Navy au fond de la salle ricana. « Sacrément précis, commandant. Vous comptez y voler vous-même » Les rires éclatèrent, moqueurs. Knox esquissa un sourire satisfait, comme si elle venait de confirmer ses préjugés. Monroe ne scia pas. « Si vous affichez la superposition en direct, l'erreur apparaîtra. » Whittaker se tourna vers l'officier technique. « Vérifiez. » Les doigts du technicien coururent tant sur le clavier. L'écran cligna, les données se recalibrèrent et la ligne se redessina exactement là où Monroe l'avait indiqué. Un murmure parcourut la salle, à peine audible. L'amiral hocha la tête. « Correction acceptée. Bonne observation, commandant. » Plus personne ne rit. Le visage de Knox s'empourpra. Il se força à tout sauter, puis lâcha faussement aimable. « Merci pour ce souci du détail, madame. » Monroe ne répondit pas. Son expression resta neutre, ses yeux rivés à la carte comme si les coordonnées comptaient davantage que l'assemblée. Mais le silence pesa peu de temps. L'orgueil ne supporte pas d'être corrigé devant la hiérarchie. Les piques reprirent, plus discrètes. Quand la pause café fut annoncée, Knox lança, d'un ton faussement léger, « Commandant, si vous rechargez les tasses, la mienne est noire, sans sucre. » Un cercle de rire parcourut la salle. Monroe passa près de lui sans un regard. « Allons !» murmura un major des Marines. « Elle ne va pas vraiment... »« Détendez-vous, » répondit Knox. « Je plaisantais. » Mais tout le monde perçut dans sa voix l'amertume de celui qui cherche à sauver la face. Monroe regagna son coin, son regard glissant sur la carte toujours projetée au mur. Corridor Pacifique, secteur Delta. Elle avait survolé cet itinéraire des dizaines de fois. Elle revoyait le miroitement de chaleur, les brouillages radio, le souffle de son copilote dans l'intercom. La nuit où tout avait basculé remonta d'un bloc.
les alarmes, la fumée, et la décision fulgurante d'atterrir plutôt que de s'éjecter. Et voilà qu'aujourd'hui, sous des néons glacés, elle voyait son histoire réduite à des chiffres par des gens qui n'en connaissaient que le papier. La voix du narrateur intérieur se fit plus grave. Avez-vous déjà observé quelqu'un humilié en silence, en vous demandant combien de temps il tiendrait ? La mâchoire de Monroe se crispa, non de colère, mais de retenue. Elle savait depuis longtemps que la dignité se préserve mieux par patience que par éclat. La seconde partie de la réunion s'ouvrit. Les cartes cédèrent la place à des graphiques d'interception radio. Chacun donnait son avis, rivalisant de supposées certitudes. La voix de Knox, forte et assurée, se frayait un passage sans qu'il l'ait mérité. Selon ses coordonnées, déclara-t-il, les fréquences ennemies se concentrent à peu près ici. Son pointeur laser traça un cercle lumineux sur la carte, ignorant qu'il désignait la vallée exacte où l'hélicoptère de Monroe s'était écrasé. Elle suivit du regard le rayon rouge qui balayait ce terrain qu'elle connaissait pierre par pierre. Les cratères, la carcasse tordue, le silence après l'impact. L'odeur de carburant brûlé remonta à sa mémoire, implacable. Son cœur accéléra, non de peur, mais de souvenir. Elle respira lentement, se raccrochant au présent. Le bourdonnement des machines, le cliquetis des stylos, petit à petit, les fantômes s'évanouirent. L'amiral poursuivait ses questions, alimentant les échanges. Monroe écoutait, notant parfois quelques lignes sur le registre qu'on lui avait confié. Elle en avait vu d'autres, bien pires. Et pourtant, une pensée s'insinuait. Combien d'humiliations faudrait-il encore avant qu'on se souvienne qu'elle avait porté des ailes ? La discussion prit un tour plus technique. Un capitaine expérimenté mit en doute la fiabilité d'une télémétrie de vol datant d'une mission antérieure. Les coordonnées qu'il cita lui appartenaient. « Les données sont incomplètes, affirma-t-il. Le pilote de ce vol n'a pas maintenu l'altitude. Le tracé est erratique. » Monroe ferma brièvement les yeux. « Erratique ?» disait-il. Elle entendait à nouveau les alarmes, les appels à l'extraction, voyait les fusées éclairantes illuminer le canyon. Erratique signifiait voler bas, attirer le feu pour permettre à un autre appareil de s'en sortir. Knox ricana. Peut-être que ce pilote avait simplement passé une mauvaise journée. Quelque chose bascula en elle, discret comme l'aiguille d'une boussole qui s'oriente. Pas de colère, mais la claire certitude que son silence avait laissé les légendes remplacer la vérité. Elle rouvrit les yeux. Ce pilote a maintenu son altitude parce que les radars ennemis brouillaient le guidage. Le tracé erratique correspondait à une dérive de contre-mesure, pas à une erreur. Toutes les têtes se tournèrent de nouveau. Le capitaine fronça les sourcils. « Et comment pourriez-vous le savoir, commandant ?» Jessica Monroe soutint son regard, imperturbable, « Parce que c'est moi qui ai traité cette télémétrie. » Un battement de silence. Puis l'amiral Whittaker, sans lever les yeux de ses notes, confirma « Elle a raison. Ce schéma a permis de sauver un autre équipage cette nuit-là. » La conversation reprit, mais la température de la salle avait changé. Les rires s'étaient tus. Pourtant, Tyler Knox ne put s'empêcher de rompre ce silence. L'insécurité fait toujours du bruit quand elle se sent acculée. « Madame » lança-t-il à la fin du briefing, un sourire forcé aux lèvres. « La prochaine fois que j'ai besoin de vérifier des coordonnées, je penserai à vous juste avant la tournée de café. » Un trait d'humour qui tomba comme une gifle. Monroe rangea ses notes, glissa le stylo derrière son oreille et répondit simplement « Bien reçu. » Enseigne. Elle quitta la pièce avec la même sérénité qu'à son entrée, même si, au fond, son cœur battait fort, rythmé par la poussière des rotors et le poids des vimes qu'elle avait portés entre ses mains. Le couloir l'accueillit dans son calme métallique, avec son odeur de métal poli. Elle s'appuya un instant contre le mur, la douleur de son genou se réveillant, puis se redressa et poursuivit sa route. Du travail l'attendait encore. Données à traiter, code à déchiffrer avant la nuit. Derrière elle, des rires reprirent, mais plus faibles, plus creux, comme pour se persuader qu'ils en étaient encore capables. Dans la salle, l'amiral Whittaker fixait la carte corrigée. Une modification minime, mais qui transformait tout l'angle tactique. Il ne le dit pas à voix haute, mais dans sa mémoire résonnait un indicatif. Hawk 11. Et quelque part dans ce bâtiment, la femme que tous prenaient pour une ombre avançait toujours avec une détermination silencieuse, portant un passé que personne n'osait regarder en face. Sur sa poitrine, son badge portait LCDR Monroe 04,
La plupart des yeux glissaient dessus, ne voyant qu'une combinaison olive, des bottes utilitaires, l'absence de décoration. On l'étiquetait aussitôt. Soutien, intendance, silhouette secondaire. Mais le métal de l'insigne accrocha la lumière chaque fois qu'elle se tournait, comme un rappel que son existence ne pouvait pas être effacée. À son poignet gauche brillait un étroit bracelet de titane contre une peau pâlie par les lampes de bureau. Une inscription gravée, simple et sans fioriture. Hawk 11, juste des lettres et des chiffres tels qu'ils avaient été prononcés autrefois dans le vent et la fumée. À chaque geste, ajuster un câble, taper une commande, le bracelet apparaissait un instant, disparaissait aussitôt, comme le périscope d'un sous-marin que l'on préférerait ignorer. Sous les néons, les visages s'aplatissaient. Quand le projecteur chauffait, une lumière plus douce balayait la salle, révélant parfois la cicatrice discrète le long de sa tempe. Une fine ligne grisâtre, trace muette d'une plaie refermée. Elle ne demandait rien. Elle existait simplement comme une couture reliant passé et présent. Ceux qui la remarquaient détournaient vite les yeux. L'aide de l'amiral, le commandant Lewis, observa tout. Il nota d'abord le badge, grade et habilitation consignés mentalement pour son supérieur, puis le bracelet, puis la cicatrice. Son regard suspendu un demi-battement comme une main de pilote hésitant sur la manette des gaz en plein vent traversier. Il ne dit rien. Son rôle était justement de ne rien dire avant que l'amiral ne parle. La journée se poursuivit. Exposé, correction, recharge de café, la chorégraphie réglée de ceux qui vivent selon des horaires. Monroe s'y fondait sans hâte, ne touchant qu'à ce qui réclamait ses mains. Elle ne se cachait pas. Elle se contentait de ne pas se déclarer. Puis vinrent les murmures, comme de la condensation qui se forme quand la pièce se refroidit. 2 officiers s'arrêtèrent devant la carte murale, voix baissée, mais pas assez. Hawk One, ce n'était pas la pilote qui... Pas ici, trancha l'autre sèchement, un mot qui sonnait à la fois comme aveu et interdiction. Le premier se racla la gorge, changea de sujet maladroitement. La fenêtre météo est serrée cette semaine. Personne ne crut à cette diversion. Un major des Marines fit tourner sa tasse entre ses doigts, évitant soigneusement de croiser le regard de Monroe. Observer sans être vu, c'est fixer un objet banal. Quand le bracelet relança un éclat, il immobilisa sa main. Il se souvenait. Il avait entendu cet indicatif radio une fois, dans une tente saturée de poussière et de chaleur. Ce code n'avait signifié qu'une chose, le salut. Le projecteur projeta une nouvelle carte. Monroe transféra discrètement son poids de sa jambe gauche à la droite, leva légèrement le menton pour éviter l'éblouissement. L'éclat de son insigne refléta une fois encore, les chaises grincèrent. Le moment passa, classé comme néant par ceux qui préféraient oublier. Alors Knox tenta de reprendre le fil du récit à sa façon. « Continuons », annonça-t-il, une injonction inutile, semblable aux cailloux jetés par un gamin dans l'eau profonde pour se convaincre que la profondeur lui appartient. Il ne la regarda pas. Il avait choisi son récit dès le début. Barista, assistante, toute autre réalité devait être traitée comme une interférence. Mais les faits ont de la patience. Ils s'accumulent, se dessinent, finissent par imposer leur vérité même aux yeux les plus obstinés. Et chaque fois que le bracelet étincelait, c'était comme un rappel muet des vallées, des coordonnées et des nuits saturées d'huile brûlée. Hawk 11 ne discutait pas. Il existait simplement. Les chiffres n'implorent pas, ils affirment. L'aide de camp s'approcha de l'amiral Whittaker pour lui tendre un addendum imprimé. Le regard de l'amiral balaya la salle comme le faisceau d'un projecteur, non pour chercher, mais pour se souvenir. Lui aussi avait gravé dans sa mémoire des indicatifs devenus des épitaphes, et quelques-uns qui avaient signifié un lever de soleil inespéré. S'il remarqua le bracelet ce jour-là, il n'en laissa rien paraître en remplissant son verre au distributeur d'eau. Jessica Monroe, elle, replaça de l'eau dans la bouilloire sans adresser un regard à quiconque. La vapeur s'éleva en une colonne fine avant de se dissoudre au plafond. Dans l'acier poli, son reflet se plia et se redressa, un fantôme observant une vivante accomplir des gestes ordinaires. Lorsqu'elle se retourna, la cicatrice sur sa tempe accrocha une nouvelle fois le faisceau du projecteur, une constellation qu'aucune nuit ne voulait éteindre. Les murmures continuaient de s'accumuler. Ça pourrait être une coïncidence. Personne de cette unité n'est revenu au pays avec un tel silence. Demanda l'amiral. Ne fais pas ça.
Les phrases restaient courtes, comme si réduire les mots pouvait rapetisser les faits. Dans les couloirs militaires, la rumeur est un art de survie. On apprend à lire le vent avant qu'il n'arrache la tente. Ce vent-là portait une odeur qu'on appelle respect, mais qui se ressent comme la peur. Elle regagna la console quand un mince grincement audio fendit l'air. Elle baissa le volume d'un geste précis. Le sifflement mourut comme un moustique écrasé. Ses mains restèrent des stables. Le bracelet de titane scintilla. Un jeune officier, tout juste sorti de l'école de pilotage, lut silencieusement l'inscription. AOC 11. Il leva un instant les yeux vers l'amiral, puis les baissa. Led remarqua ce regard et secoua imperceptiblement la tête. Pas ici. Pas encore. L'officier se replongea dans ses notes et souligna 3 fois. Le vide. Dehors, des avions traçaient des lignes de craie sur le ciel du matin. Leurs ombres glissaient sur le bâtiment comme des oiseaux migrateurs, preuve d'engins qu'on n'entendait pas derrière ces murs. Monroe en ressentit le rythme sans avoir besoin du son. Après certaines nuits, les pilotes ne mesurent plus le temps en minutes, mais en distance entre un souffle et une décision. À l'intérieur, le récit appartenait toujours aux galons et à ceux qui croyaient pouvoir combler le silence de leurs mots. Mais le silence tenait son propre registre. Il additionnait le badge, le bracelet, la cicatrice, la neutralité prolongée de l'aide. Et la somme grandissait. À la mi-journée, le briefing avait perdu ses fanfaronnades. Les rires s'étaient amenuisés en une fausse productivité. Lorsque l'amiral demanda la prochaine couche de données, Monroe l'afficha sans attendre l'ordre. Une initiative minuscule qui aurait valu un rappel à l'ordre avec d'autres. Whittaker, lui, se contenta d'un signe de tête. Led ne nota rien, mais n'oublia rien. À qui savait regarder, le centre de la pièce s'était déjà déplacé de quelques centimètres vers la femme qu'on avait prise pour une ombre. On pouvait presque voir l'histoire se réécrire ligne après ligne, comme une main lente qui impose une nouvelle version aux yeux les plus réticents. Le flux satellite s'éteignit sans alarme, comme un moteur qui cesse simplement d'exister. Un instant, le corridor pacifique s'étalait en détail haute résolution. L'instant d'après, il s'effondra en une grille grise barrée d'un « No Signal » affiché dans une police qui feignait l'indifférence. Les conversations trébuchèrent, puis cessèrent. Les chaises grincèrent. Quelqu'un expira trop fort. Toute la matinée avait été une mise en scène de compétence. Voilà que la compétence allait être éprouvée. « Tech », fit l'amiral Whittaker sans hausser la voix. « Statut ?» 3 techniciens bondirent, déclenchant la frénésie méthodique de ceux qui savent que la vitesse fait partie du rite, même si elle ne résout rien. Câble vérifié, entrée relancée, mots de passe aux consonnes innombrables retapées. Le même message revint, têtu comme une peinture qui refuse de sécher. L'enseigne Knox s'empara d'une télécommande, comme si cela pouvait lui conférer de l'autorité. Il pressa des boutons inutiles, fronça les sourcils devant des écrans, espérant qu'un angle changerait un circuit. Probablement un conflit de cache, lança-t-il à la cantonade, une phrase assez technique pour n'être pas remise en cause. L'amiral regardait, ni impatient, ni indulgent. Attendre peut aussi être un art du commandement. Led, lui, restait à l'épaule de Whittaker, ses yeux battant comme un métronome discret entre la grille figée et les visages qui tentaient de ne pas s'y attarder. Monroe bougeait déjà. 2 pas vers la console latérale, un coup d'œil à l'indicateur arrière, un calcul silencieux qui se dessinait derrière ses yeux. Le problème n'était pas logiciel, c'était la colonne vertébrale qui le portait. Elle reconnaissait ce genre de panne comme un médecin reconnaît la fièvre au simple toucher. « Permission d'intervenir manuellement, monsieur ?» C'est Knox qui réagit le premier avec un reniflement méprisant. « Ce n'est pas une machine à café, madame. » Quelques sourires à peine flottèrent, indécis. Le genre de demi-rire qui dit « Je rirai peut-être si ça marche, mais je nierai ensuite. » L'expression de Monroe ne bougea pas. Elle ne s'adressait pas à lui. Whittaker ne lui répondit pas non plus. Son regard glissa vers le rack du fond, là où une fibre se pliait d'1 degré de trop. Puis il revint vers Monroe. Sur son visage passa quelque chose de proche d'une reconnaissance. Moins un « Eureka » qu'un « Ah !» Il acquiesça. Jessica Monroe s'agenouilla devant le panneau, son genou protestant doucement contre ce mouvement répété.
Elle déverrouilla l'accès d'un geste vif, celui de quelqu'un qui n'a pas seulement lu le manuel, mais qui se souvient de la raison pour laquelle il fut écrit. Le panneau s'ouvrit, dévoilant le patient silencieux, des rangées de ports clignotant à l'unisson, une jungle de câbles tressés plus par habitude que par soin. Jessica Monroe enfila des gants antistatiques et plongea les mains à l'intérieur, non pas pour chercher un fil, mais pour écouter avec ses doigts. Chaque vibration est une signature. Un faisceau stable chante à une certaine fréquence. Vos os finissent par l'apprendre si vous avez passé assez de nuits dans des salles comme celle-ci. Un câble vibrait à contretemps, comme une corde trop tendue pour l'air qu'on voulait jouer. « Maintenez la ligne primaire, murmura-t-elle au technicien le plus proche. Isolez AEX3. Je vais court-circuiter le répartiteur et attaquer directement le switch. Ça coupera les écrans secondaires, prévint-il. Juste l'espace d'un battement, répondit-elle. Elle pinça la languette, libéra la fibre, la fit glisser dans sa paume comme une chose vivante qui lui faisait confiance. L'inspection révéla une micro-fissure près du ferrule, minuscule mais fatale sous charge. Elle dériva la liaison vers un port haut débit disponible, ses gestes économes, précis, comme une respiration contrôlée à l'approche finale. « Routage », annonça-t-elle. « Routage », répéta le technicien, déjà en train de répliquer ses mouvements dans le système. Monroe se redressa à moitié, s'appuya au rack, puis s'installa d'un geste fluide sur le tabouret de la console, sans attendre qu'on le lui propose. Ses identifiants s'envolèrent comme un salut invisible, et elle atterrit dans le shell de diagnostic. Le clavier sous ses doigts devint une extension d'elle-même. Pas de frappe perdue, pas d'hésitation. Une séquence courte lança un handshake bas niveau pour la session satellite. Une autre tua un processus inutile dont la seule raison d'être était de mourir sous l'ordre d'une main compétente. Elle écrivit un correctif de 10 lignes à peine, forçant la session à renégocier avec le switch sur un MTU plus propre. Élégant, non par son ingéniosité, mais par sa simplicité. Il faisait une seule chose, et il la faisait bien. À l'écran, la grille grise trembla. Une coulée de couleurs revint comme la marée glissant sous une jetée. Le flux reprit d'un coup, les côtes en imagerie thermique, les échos mouvants redevenus stables. Les écrans latéraux s'éteignirent, puis se rallumèrent dans l'espace d'un souffle. « Flux rétabli », annonça la voix du technicien, fissuré malgré lui d'un soulagement. La salle ne célébra pas. La compétence ne réclame pas d'applaudissements là où on la vénère. Mais le silence, lui, surprit tout le monde. Les chasmes, les regards se tournèrent non vers l'écran revenu qu'ils attendaient, mais vers les mains de Monroe Kuminji, suspendues au-dessus du clavier, comme si la machine pouvait exiger davantage, et qu'elle saurait l'offrir. La bouche de Knox dessina presque un « O », puis se referma en traits. Il toussota, lâcha une remarque inutile. « Bon travail, l'équipe technique ». Ces mots tombèrent plats. Les yeux de l'amiral Whittaker se posèrent sur la console, sur le curseur qui clignotait après la séquence de commande. Il ne reconnut pas chaque caractère, mais le rythme, l'ordre des opérations. Ce n'était pas un protocole, c'était une grammaire acquise là où une seconde coûte trop cher. Quand on a volé avec quelqu'un au-dessus d'un terrain hostile, on apprend sa syntaxe. Les machines ne sont qu'un autre type d'appareil. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Le silence après la compétence s'épaissit comme une toile de tente qui boit la pluie et la retient. Monroe se déconnecta, essuya ses gants d'un geste mesuré sur un chiffon microfibre, referma le panneau. Elle se releva sans attendre l'autorisation tacite qu'on accorde aux subalternes. Son genou protesta puis céda, comme une vague qui effleure un rocher avant de se retirer. Elle fit un pas en arrière, laissant la console neutre, comme on rend un cockpit équilibré pour le pilote suivant. « Continuez », dit-elle doucement. L'aide de camp, le commandant Lewis, avait observé toute la scène avec l'expression de celui qui mémorise. Il n'avait rien noté sur le papier, mais plus tard il aurait pu reproduire la séquence jusqu'à la minuscule pause avant le dernier kill commande, celui qu'un opérateur nerveux oublie souvent. Ses yeux glissèrent vers le poignet de Monroe lorsque ses mains retombèrent. Le bracelet lança un éclat. Hawk 11 gardait son secret comme un phare garde sa lumière. Visible, mais seulement si l'on regarde l'horizon plutôt que la rive. Knox s'éclaircit encore la gorge, cherchant à ramener l'attention. Donc, comme je le disais, à propos du conflit de cache, reprenez le flux en direct, coupa l'amiral Whittaker. Une interruption qui était une décision.
Sa voix portait maintenant une rugosité venue d'un autre théâtre. Knox obéit, rabaissé sans comprendre. Le travail reprit, en apparence du moins. L'overlay revint, les données ondulant le long des côtes en marée thermique. Mais la salle avait changé. Le respect ne se proclame pas toujours. Parfois, il se lit dans la manière dont les gens se tiennent assis. Un colonel, qui avait ri plus tôt, garda les yeux sur l'écran, mais jeta un bref regard de côté vers Monroe. Un petit hochement involontaire, concession du corps quand la bouche ne sait pas encore présenter des excuses. Le major des Marines cessa de tourner sa tasse. Les plus jeunes officiers se redressèrent, comme le font les élèves pilotes lorsqu'ils comprennent que l'instructeur à leur côté a plus de heures de vol que le terrain n'a de coucher de soleil. Le souffle de Monroe se calma. Elle ne se sentait pas victorieuse, seulement soulagée, comme un pilote après un atterrissage propre par vent de travers. On ne fête pas. On dégage la piste. On dégage la piste. On coche la liste. Jessica Monroe regagna sa place discrète contre le mur. La même posture effacée qui avait alimenté les méprises toute la matinée. Mais désormais, ces méprises cherchaient une autre cible. Le regard de l'amiral Whittaker passa sur elle, revint, décrivant un cercle paresseux comme une orbite de reconnaissance. Il ne chassait pas la nostalgie. Il alignait des faits, la signature procédurale sur la console, la manière dont elle avait demandé la permission avant d'agir, la rapidité avec laquelle elle avait trouvé la faille matérielle avant même de soupçonner le logiciel. Tout cela, il l'avait déjà vu, dans des baraquements vibrants sous les générateurs, dans des cockpits où les instruments mentaient, mais où les mains disaient la vérité. Un flottement pesa sur la pièce, un silence qui prétendait être ordinaire et échouait. Quelqu'un tapota son stylo. Quelqu'un d'autre l'arrêta. Quand la compétence se montre après avoir été ridiculisée, chacun cherche une couverture. La plus facile, se plonger dans la paperasse. Knox tenta une dernière récupération. « Je vais ouvrir un ticket auprès des transmissions pour ce défaut. »« J'ai déjà étiqueté le port et consigné le contournement, » répondit Monroe, sans dureté, sans douceur. « Juste la vérité, ça tiendra jusqu'à la fin du briefing. Je recommande de remplacer le connecteur avant la session de l'après-midi. » Le technicien acquiesça. « Je lance l'ordre de maintenance tout de suite. » La mâchoire de Knox se crispa, comme si trouver un mot pouvait corriger la forme de ce qui s'était produit. Il finit par hocher la tête. Pour la première fois de la journée, il n'ajouta pas de plaisanterie. L'amiral se pencha légèrement vers son aide. Sa voix était basse, privée, mais pas secrète. D'où a-t-elle été transférée ? Lewis ne répondit pas tout de suite. Il laissa la question flotter, comme si la pièce pouvait y répondre seule. Enfin, les dossiers listent plusieurs unités, monsieur, un temps. Il y a un bloc censuré qui mentionne reconnaissance aérienne et théâtre d'opération. Le regard de Whittaker revint sur la console, puis sur Monroe. Elle resta debout, immobile. Elle ne remplit pas l'espace de gloire. Elle laissa le ronronnement de la machine réoccuper la salle. Son visage reprit ce masque de neutralité qu'on prenait de loin pour de la timidité. De près, c'était de la concentration. Ceux qui confondent les deux s'exposent. Le briefing reprit, mais avec un nouveau rythme. Données qui défilaient avec assurance. Questions taillées plus nettes. Réponses réduites à l'essentiel. La cadence avait changé, simplement parce que quelqu'un l'avait imposée. On aurait presque pu oublier la grille figée et son message d'erreur narquois. Presque. Au dernier rang, un jeune officier du renseignement, encore trop neuf pour être cynique, se pencha en avant et murmura plus pour lui-même. « Comment a-t-elle fait ça aussi vite ?» Personne ne répondit. La question ne portait pas sur les touches. Whittaker demanda un overlay des couloirs de vol et fenêtres de surveillance. L'écran obéit, docile. Ses yeux avaient au bord une douceur intime, semblable à celle d'un marin qui retrouve une côte familière après un long déploiement. Il laissa ce moment respirer, puis reprit le travail, parce que le travail est la religion de ceux qui savent ce qu'il en coûte de ne pas l'accomplir. Le silence né de l'intervention de Monroe ne s'était pas dissipé. Il s'était déposé sur les galons, les carnets, l'espace entre le rang et la vérité, et il restait là. Dans ce silence, une pensée circulait, que beaucoup avaient, mais qu'aucun n'osait formuler. L'histoire de cette salle venait de changer d'auteur. Auriez-vous applaudi ou douté encore ? La réunion s'étira vers sa dernière heure, un silence fatigué, alourdi d'informations et d'ego. Les officiers ramassèrent leurs notes. Certains se redressèrent,
réajustant leur uniforme comme si s'éloigner de la table pouvait effacer ce qui s'était passé. Un instant, la fille du café avait réparé un système que la moitié d'entre eux n'avaient pas compris. Whittaker resta assis, sa main reposait sur la table. Lorsqu'il parla enfin, son timbre grave trancha net le bruissement de papier. « Avant de continuer, dit-il, il y a ici quelqu'un qui n'a pas besoin de ce briefing. » Tout bruit cessa. Même le souffle du projecteur sembla se taire. L'amiral se leva. Son regard balaya la salle, puis s'ancra sur Jessica Monroe. C'est elle qui l'a écrit. Des murmures, d'abord ténus, s'éteignirent vite, ses mots retombant comme de la poussière lourde. Monroe resta immobile, mains jointes derrière le dos, expression neutre mais alerte. Whittaker fit un pas vers elle, lent, mesuré. Lieutenant-commandant Jessica Monroe, indicatif Hawk One, chef de la reconnaissance aérienne lors de l'opération Iron Dagger. Il laissa ses mots vivre, piquer. 2 appareils ont été abattus cette nuit-là. Les communications étaient coupées. Elle a volé seule, sous le feu ennemi, pour extraire 6 Marines coincés dans la vallée. Le silence qui suivit n'était pas ordinaire. Il avait du poids, une forme. Il écrasa la pièce entière. Un jeune officier du renseignement cligna des yeux, son stylo figé en l'air. Le major des Marines, qui avait ri plus tôt, se redressa, le grincement de sa chaise résonnant trop fort. Même le ronron du projecteur semblait révérencieux. La bouche de Knox s'ouvrit, se referma. Son regard passa de l'amiral à Monroe, et la honte s'installa. Son mot méprisant, ce n'est pas une machine à café, lui brûlait l'esprit comme un poison. Les bottes de Whittaker résonnèrent sur le sol poli lorsqu'il s'avança. Il s'arrêta à portée de main. Son visage s'adoucit, non de pitié, mais de reconnaissance, celle qu'on réserve à ceux qui ont traversé le même feu et en sont revenus vivants. « Nous avons perdu de bons hommes ce jour-là, » dit-il bas, « mais elle a ramené les autres. » Il n'ajouta pas le prix. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde voyait désormais la légère boiterie, la fine cicatrice à sa tempe, et ce poids invisible qu'elle portait, perceptible seulement pour ceux qui avaient connu une nuit pareille. Quelques officiers se remuèrent, mal à l'aise, ils n'avaient pas su. C'était bien le point. Whittaker inclina la tête, comme pour clore un briefing classifié. Seuls 2 hommes dans cette salle savaient vraiment. On n'oublie pas une voix comme la sienne dans les radios. « Du calme sous le feu », dit-il. On les avait déjà donnés pour perdus, mais elle a continué de voler, sans couverture, sans renfort, juste de la volonté et une promesse tenue. Le major des Marines laissa échapper un souffle. Hawk One. Comme si le dire à voix haute suffisait à rendre la chose réelle. Jessica Monroe ne répondit pas. Pas de signe, pas de salut. Elle resta simplement à l'aise, mains jointes derrière le dos, yeux droits, l'image même de la maîtrise. Son silence n'était pas de la modestie. C'était celui de quelqu'un qui avait déjà traversé trop de vacarme. L'amiral se tourna vers la salle, sa voix claire, posée. « Certains d'entre vous étudient les données de ces vols. Chaque coordonnée que vous avez analysée, chaque interception que vous avez consultée, c'est son travail. La seule raison pour laquelle ces journaux existent, c'est qu'elle est restée en vol assez longtemps pour les transmettre. » Un souffle collectif parcourut la pièce. Culpabilité, respect, incrédulité entremêlées. Knox baissa les yeux. Il aurait voulu s'excuser, invoquer l'ignorance comme excuse, mais aucun mot n'aurait survécu dans cet air saturé. Whittaker jeta un regard en arrière vers Monroe. Entre eux passa un accord muet, la reconnaissance d'une histoire que personne d'autre ici ne pouvait porter. Puis il fit face aux officiers. Le respect est la monnaie de cet uniforme. Dépensez-le avec discernement. Il se retira d'un pas. C'est tout. Monroe inclina légèrement la tête, un geste minuscule, mais inébranlable. L'amiral répondit d'un signe identique, un salut plié dans le silence. De longues secondes passèrent. Personne ne bougea. L'air avait cette immobilité particulière qui suit une révélation. Les papiers restèrent opposés, le café refroidi. Même l'enseigne Knox semblait pétrifiée, avalant l'amertume de sa propre arrogance. Un murmure glissa du dernier rang. C'était Hawk One. Puis le silence revint, plus lourd encore. Monroe retourna à la console qu'elle avait réparée plus tôt. L'écran brillait, stable, comme si le système lui-même comprenait que son opératrice venait d'être rendue à son nom et à sa mémoire. Sa main effleura le bracelet de titane. Hawk 11. Pour la première fois de la journée, elle inspira jusqu'au fond de sa poitrine, au lieu d'arrêter son souffle dans sa gorge.
L'amiral la regardait toujours, le respect tranquille au coin des yeux. Il esquissa un sourire infime, celui que partagent seulement les vétérans de la même tempête. « Elle ne répare pas seulement des systèmes, dit-il à mi-voix, presque pour lui-même. Elle répare ce qui se brise quand tout le monde renonce. Personne ne rit, personne ne parla. Quand il les congédia enfin, les chaises raclèrent doucement le sol, comme si chacun craignait de troubler ce qui venait de se graver. Certains inclinèrent de la tête en passant près d'elle. D'autres n'osèrent pas croiser son regard. Knox resta en arrière, la voix à peine audible. « Madame, je ne savais pas. »« Tu n'étais pas censé savoir, » répondit-elle sans se retourner. Elle rassembla ses notes, les coinça sous son bras et quitta la pièce, celle qui avait enfin rappelé son nom. Longtemps encore, personne ne bougea. La révélation flottait, vivante, électrique, irrévocable. Au centre de la salle, l'amiral Whittaker demeurait debout, son regard fixé sur elle. Son visage portait à la fois de la fierté et de la tristesse, l'expression d'un homme qui avait vu trop de noms gravés dans le granit et qui se réjouissait que le sien n'y figure pas. Il inspira lentement, redressa les épaules et leva la main droite. Le salut claqua, net, tranchant le silence comme une cloche dans le brouillard. Toutes les têtes se tournèrent. L'amiral, 4 étoiles, dont la parole pouvait briser des carrières, saluait la femme qu'ils avaient passé la matinée à rabaisser. Une demi-seconde de stupeur. Puis les chaises raclèrent comme un tonnerre roulant sur le marbre. Un par un, ils se levèrent. Colonel, major, capitaine. Chaque grade se redressa dans une posture parfaite, les uniformes s'alignant comme tirés par un fil invisible de honte et de respect. Le claquement métallique des talons résonna contre les murs blancs. Personne ne parla. Personne n'osa. Jessica Monroe ne bougea pas d'abord. Ses yeux croisèrent ceux de l'amiral, bleu contre gris, passé contre présent. Puis, avec le calme qu'il avait porté à travers le feu et le chaos, elle leva la main. Son salut n'avait rien de théâtral, rien de triomphal. Il était sobre, précis, absolu. Sa paume toucha son front avec la grâce d'un réflexe forgé par la douleur. Le léger tremblement de ses doigts n'était pas faiblesse, c'était l'écho des rotors, la mémoire des turbulences, le corps qui se souvenait d'avoir survécu. Ses yeux brillèrent assez pour accrocher la lumière, mais son menton ne fléchit pas. Autour d'elle, la salle entière resta suspendue, grade oublié, orgueil dissous. Un battement résonna, lent, régulier, le rythme de quelque chose de sacré. La main de l'amiral retomba la première, mais pas avant que sa voix, grave et rauque, ne traverse le silence. « Bienvenue chez toi, Hawk One. » Les mots tombèrent comme une bénédiction. Jessica Monroe abaissa son salut, la posture droite, la respiration maîtrisée. Elle inclina légèrement la tête. « Merci, monsieur. » Ceux qui s'étaient moqués plus tôt, Knox parmi eux, restaient figés au garde-à-vous, le regard fixé sur le mur, les visages empourprés. Le colonel, qui avait lancé la plaisanterie sur la barista, gardait ses yeux rivés au sol. Une goutte de sueur roula de sa tempe jusque sous son col. Pour la première fois depuis le début du briefing, Monroe était la personne la plus calme de la salle. La voix du narrateur aurait ralenti, presque solennelle. Chaque pause se serait allongée, cinématographique. Si vous aviez été là, vous auriez juré entendre seulement le souffle discret du système d'air et le battement de cœur en train de se réaligner avec l'humilité. L'amiral Whittaker fit un pas en avant, réduisant l'espace qui les séparait. « Nous ne saluons pas assez les vivants, » dit-il doucement. « Nous réservons ça aux cérémonies. Mais ici, » il désigna d'un geste large les officiers autour. « Ici, nous avons une dette. » La voix de Monroe ne fut qu'un souffle. « Je ne l'ai pas fait seul, monsieur. »« Personne ne le fait jamais, » répondit-il. « Mais vous l'avez fait quand personne d'autre ne le pouvait. » Ses yeux dérivèrent un instant vers le sol, puis remontèrent, stables. Une émotion subtile traversa la ligne d'officiers, à peine visible mais impossible à nier. Le major des Marines déglutit, puis parla, la voix épaisse. « Permission de parler librement, monsieur. »« Accordé, » répondit l'amiral. Le major se tourna vers Monroe. « Nous avons étudié l'opération Iron Dagger à l'entraînement. Nous avons lu les rapports, les échecs, les pertes, mais personne n'a jamais dit... » Il s'interrompit, reprit d'une voix plus ferme. « Personne n'a dit que vous étiez Hawk One. » Monroe garda le silence, et ce silence en disait plus que des mots. Le major se redressa, sa voix plus sûre. « Madame, c'est un honneur.
Cette phrase simple résonna comme une confession, comme des excuses collectives portées par un seul homme. Les autres suivirent, non pas en paroles, mais en silence, en posture, en regard qui, enfin, la voyaient. Le respect dans cette salle ne venait plus du grade, il venait de la vérité. Monroe balaya les visages du regard, les mêmes qui avaient ri, douté, méprisé. Il n'y avait plus d'arrogance dans leurs yeux, il y avait autre chose, la reconnaissance. Pour la première fois, elle n'était plus invisible. L'amiral recula d'un pas, lui cédant la parole sans un mot. Ce geste avait valeur d'autorité absolue. Elle hésita un souffle, puis parla. « Nous portons tout le même drapeau. Certains jours, nous volons plus haut. D'autres, nous nous contentons de tenir la ligne. » Sa voix était calme, solide, réelle. Ce jour-là, j'ai tenu la ligne, rien de plus. Ces mots tombèrent comme la pluie, doux, discrets, mais purificateurs. Puis elle ajouta, presque en aparté, « Et les Marines sont rentrés. C'est ce qui compte. » La mâchoire de Whittaker se contracta. Ses yeux brillèrent un instant. Puis il fit face à la salle. « Vous l'avez entendu, c'est ça qui compte. » Les officiers restèrent debout, même après que le protocole aurait dû les libérer. Ce n'était pas de l'habitude, mais de l'instinct. Personne ne voulait briser ce moment. Le ronronnement du projecteur reprit, le léger bruit de bottes sur le sol. Mais, pendant un temps suspendu, le monde extérieur n'exista plus. Si c'était un film, la caméra se serait attardée sur son visage, un halo de lumière dessinant la courbe de sa mâchoire, le reflet lointain du bracelet Hawk 11 scintillant dans l'éclat. La bande-son se serait effacée pour ne laisser qu'un battement de cœur. Lent. Humain. L'humiliation s'était changée en révérence. Ceux qui voyaient en elle une simple coursière à café voyaient désormais une vétérane de combat, une pilote qui avait défié la mort. Leur respect n'était pas joué. Il était brut. Et dans cette immobilité, Monroe ne se sentit pas vengée. Elle se sentit reconnue. Pour la première fois depuis le crash, elle s'autorisa à expirer sans culpabilité. Quand l'amiral libéra enfin la salle, nul ne parla. Pas de bavardage, pas d'excuses. Le silence qui l'avait jadis moquée la protégeait désormais. Lorsqu'elle se tourna vers la porte, ce fut le claquement des bottes se mettant au garde-à-vous qui l'accompagna. Un cœur de respect. Elle s'arrêta un instant au seuil, ses yeux suivant le drapeau suspendu près de la sortie, le même qu'elle avait contemplé à travers le verre fissuré et les flammes, 2 ans plus tôt. Sans se retourner, elle offrit un dernier salut. L'amiral le rendit aussitôt. Sa main retomba. La salle resta au garde-à-vous jusqu'à ce qu'elle soit partie, et dans l'écho de ses pas, l'air porta quelque chose de lourd, de sacré. Une promesse muette, gravée dans les os de tous ceux présents, ne sous-estimez plus jamais les silencieux. La salle se vida lentement, comme si personne ne voulait être le premier à rompre le calme. Monroe resta un instant, rangeant ses dossiers un par un, avec la même précision sereine qu'elle avait montrée toute la matinée. Les papiers glissèrent dans sa sacoche, dans un froissement mesuré. La chaise qu'elle avait occupée demeura repoussée d'1 pouce, exactement comme elle l'avait laissée au moment où l'amiral avait prononcé son nom. Les officiers restants se tenaient maladroits, trop raides, hésitant entre parler et se taire. L'air lui-même n'était plus le même. Les rires et le mépris de tout à l'heure semblaient désormais des fantômes que personne ne voulait réveiller. Tyler Knox restait tapi près d'un coin, tenant une tablette qu'il ne lisait pas. À intervalles réguliers, il inspirait comme pour parler, puis se taisait. Enfin, il avança d'un pas. « Madame, balbutia-t-il, la voix tremblante, je ne savais pas. » Jessica Monroe leva les yeux vers lui. Son visage ne montrait ni colère ni triomphe, seulement de la maîtrise, et derrière une douceur discrète. Elle ajusta la sangle de sa sacoche et répondit doucement. « Tu n'étais pas censé savoir. » Les mots tombèrent comme un pardon enveloppé de discipline. Pas de reproche, seulement une vérité qui fit hocher la tête à Knox, la gorge trop serrée pour répondre. Il tenta encore. « J'avais lu une fois au sujet de Hawk One. Je n'aurais jamais... » Elle l'interrompit avec bienveillance. « Alors maintenant, tu sais, emporte ça avec toi. » Il acquiesça plus lentement cette fois, comprenant que certaines leçons s'impriment dans le silence et restent bien plus longtemps que les discours. Monroe se tourna vers la porte. L'amiral Whittaker, encore près de la table, parlait bas à Lewis. En la voyant se préparer à partir, il se redressa. Leurs regards se croisèrent une dernière fois ce jour-là. Il inclina légèrement la tête.
Ce n'était pas un ordre, pas une libération, mais du respect. Elle lui rendit un mince sourire, à peine une pliure au coin des lèvres. En passant entre les rangées d'officiers, aucun ne s'assit. Tous restèrent debout jusqu'à ce qu'elle atteigne la sortie. Les bottes claquèrent à l'unisson, comme par réflexe. Même le projecteur passa en veille, comme si la pièce avait retenu son souffle jusqu'à son départ. Dans le couloir, long et silencieux, ses pas résonnaient doucement sur le sol poli. Le badge sur sa poitrine accrocha la lumière. LCDR, Monroe, 04. Elle longea une rangée de fenêtres où le soleil versait un torrent d'or et s'arrêta juste assez pour inspirer cette clarté. Le bracelet de titane à son poignet se réchauffa contre sa peau. Hawk 11. Derrière elle, dans la salle, les officiers restaient figés, comme s'ils attendaient un ordre qui ne viendrait pas. Whittaker rompit le silence le premier. « Asseyez-vous. » Ils obéirent. Le raclement des chaises semblait déplacé après ce qu'ils venèrent de vivre. Le regard de l'amiral balaya la salle, s'arrêta sur Knox, puis sur les autres. « Que ce soit la dernière fois que vous ayez besoin d'un briefing pour reconnaître la valeur quand elle se tient devant vous. » Personne ne répondit. Pas besoin. Tous garderaient de l'image de cette femme debout au garde-à-vous, celle qui avait corrigé le système, rectifié les coordonnées et porté une histoire que nul n'avait le droit de contester. Monroe descendait le couloir, le poids des souvenirs derrière elle, le bourdonnement de la base devant. Elle ne souriait pas, mais ses yeux s'adoucirent en longeant un mur couvert de portraits d'aviateurs, certains vivants, d'autres disparus. L'un montrait un Black Hawk s'élevant dans la brume, ses rotors brouillés par la lumière. Elle ne s'arrêta pas. Elle n'en avait pas besoin. Et la voix du narrateur baissa encore, presque chuchotée. Le grade se porte sur le col, mais le respect se porte dans le silence. Il ne s'affiche pas dans des briefings, ne s'imprime pas sur des plaques. Il s'écrit dans les cicatrices, dans la retenue, dans ces instants où un soldat choisit le calme plutôt que l'orgueil. Parfois, la personne la plus discrète n'est pas un bruit de fond, c'est l'écho de bataille livré ailleurs. Le rappel que le courage ne rugit pas toujours. Parfois, il respire et continue d'avancer. Monroe atteignit l'extrémité du couloir, où la lumière baignait un encadrement ouvert. Elle entra sans hésiter, sa silhouette découpée en or. La porte se referma doucement derrière elle. Dans la salle de briefing, l'amiral Whittaker se leva de nouveau face aux officiers qui venaient d'assister à la métamorphose de l'humiliation en honneur. « Rompez », dit-il simplement. Mais même après leur départ, le silence resta. Non plus vide, mais chargé de respect. Dehors, sur le tarmac, un hélicoptère tourna dans le vent, ses pales murmurant la même vérité que la salle venait d'apprendre. La vraie force n'a pas besoin de parler. Elle continue de voler. Certains héros n'ont pas besoin d'être présentés. Vous les reconnaissez à leur calme, à la stabilité de leur regard et à ce silence qui dit plus que toutes les médailles. Ils portent l'histoire dans chaque souffle. Mission accomplie. Frère d'armes rappelé, promesse tenue. Lieutenant-commandant Jessica Monroe n'avait jamais réclamé la reconnaissance. Elle avait simplement accompli son devoir. Et le monde, enfin, s'était souvenu de la regarder.